Bravo à vous d'être là pour cette rencontre autour d'une vaste question. C'est comme ça que disent les journalistes quand ils ne savent pas comment démarrer. Des mots pour la paix, surtout que, oui, c'est travailler. Cette paix peut s'entendre sous différents aspects et les livres que nous allons évoquer racontent la paix différemment. Bien sûr, il y a la paix de l'après-guerre et puis il y a aussi la paix qu'on peut trouver avec soi-même. Alors, autour de cette table, comme ça vous verrez les livres en plus, puisque le livre est un objet qu'il faut savoir aimer. Nous avons Hector Abad avec La Secrète, qui nous vient de Colombie. Et La Secrète, voilà, on va applaudir tout le monde ce matin, ça va nous réveiller. Hector Abad, vous l'avez peut-être déjà lu à travers un précédent livre où il évoquait finalement l'assassinat de ce médecin, de son père, le défenseur des droits de l'homme, et qui portait avec lui ce poème de Borges qui a fait le titre de ce précédent livre, L'oubli que nous serons. Et dans La Secrète, c'est un peu prolongement de la réflexion au travers d'un lieu, La Secrète, dont nous allons vous parler ce matin, et puis aussi peut-être ce moment de l'après-guerre, puisque la guerre est terminée en Colombie, il y a eu le processus de paix, après 52 ans de guérilla, ce n'est pas aussi sans poser de nouveaux problèmes, la difficulté d'être là au milieu d'un nouveau monde à reconstruire. Avec nous également André Buchère, bonjour, voilà, on va applaudir tout le monde. Hein. André Buchère nous transporte dans un autre univers, mais finalement il est aussi question de paix ici, avec... à l'écart, depuis sa belle vallée où il aime écrire. C'est lui qui a été paysan, écrivain ou écrivain paysan. J'ai l'impression que ça change au fil des saisons, au fil du temps. Nous raconte peut-être une façon de concilier les contradictions que tout homme a, et puis une manière de se poser des questions sur le monde avec sérénité. Et on reviendra aussi sur un élément fort de votre livre, André, le fait que être à l'écart, ce n'est pas rompre avec le monde. C'est une façon de réfléchir, mais ce à l'écart n'est pas une manière de dire je ne veux plus avoir contact avec le monde. Nous sommes également en compagnie de Jean Rouault, voilà, très soutenu par Sorge ce matin. Et il y a ce livre extrêmement jubilatoire à lire, Tout paradis n'est pas perdu, qui est la compilation, comme on dit en mauvais français peut-être, de chroniques tenues dans l'humanité, avec un mot qui revient toujours, une conclusion de chronique qui dit « on y revient », mais derrière ce « on y revient », ça fait ressurgir plein de questions que nous aborderons ce matin. Nous sommes également avec Yaya Bellaskri pour... les fils du jour. Et là, nous partons dans l'ouest algérien, du côté du wilaya de Tlemcen. Hein, et on parle de cette tribu nomade. Et surtout, ce qui est assez fort dans ce livre, qui se passe à la deuxième partie du 19e siècle à peu près, c'est de se rendre compte que malgré tout ce qu'on pense, la poésie est extrêmement présente. C'est presque une révélation dans le livre. On est bien sûr dans une période où arrive l'armée française en Algérie, il y a des exactions, il va y avoir même des massacres, mais malgré les circonstances, il y a toujours cette paix très présente. Et puis également Sorge, alors là que tout le monde applaudit, bravo Sorge. On ne présente pas Sorge, surtout à Laval, qui n'a pas lu le 4e mur ou d'autres livres, mais ce qui est intéressant, c'est que et c'était à vous que je voulais poser la première question, Sorge. Vous voyez, je démarre directement, hein, mais il faut bien commencer. Alors, et justement, j'allais au moment de sa traduction, et Géraldine qui va traduire Hector Abad. Voilà. Merci Yaya, on a respecté la parité. Alors oui, le thème qui nous est donné ce matin, comme vous l'avez vu, Sorge, c'est des mots pour la paix. Parce que comme je ne suis pas très clair parfois... Ah oui, on va traduire en espagnol. Mais pour revenir à cette idée de mots pour la paix, ça peut paraître un peu utopique de se dire il y a des mots qui pourraient déclencher la paix. Mais si on revient dans votre vie de journaliste, et oui, il pleut, quand vous êtes arrivé par exemple dans le camp de Sabra et Shatila, parmi les premiers journalistes à découvrir l'horreur de la guerre, d'ailleurs sans qu'aucun mot ne vienne... soit assez fort pour caractériser l'horreur de la situation. Est-ce qu'avant même de parler des mots pour la paix,
au fil de ce vécu de journaliste de guerre, vous avez entendu des mots pour la guerre. Parce qu'on peut se dire, il y a des mots pour faire la paix, mais on a l'impression que les mots sont d'abord utilisés pour déclencher la guerre. Parce que quand vous êtes arrivé sur ces théâtres de guerre, vous avez dû entendre même des chants, des chansons, des slogans qui étaient des activateurs de guerre. Alors, les mots pour la guerre, il n'y a qu'à ouvrir la radio aujourd'hui. La Turquie vient d'interdire Wikipédia sur son territoire, par exemple. Mais les mots pour la guerre, ils sont chantés par les soldats qui reviennent du massacre. Les mots pour la guerre, ils sont dans le discours de certains dirigeants. Les mots pour la guerre, mais moi je trouve que le seul mot pour la paix, enfin, en ce qui me concerne, le mot paix, moi j'y crois pas du tout. Le seul mot paix auquel je crois, c'est celui qui est adossé au mot justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Jamais. Où que ce soit au monde, jamais vous n'aurez de la paix s'il n'y a pas de la justice. Ça sera un mot vain, ça sera une trêve poétique, trêve politique, trêve militaire, ça sera ce qu'on veut, mais tant que justice n'est pas rendue, il n'y aura pas de paix. Moi, j'ai un amour particulier qui est l'Irlande du Nord et la guerre d'Irlande. Moi, je suis allé voir mes amis irlandais, politiques, prisonniers, républicains. Je suis allé les voir en prison pendant des années. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils étaient en prison, ces gens-là. Je ne dis pas que c'était un but dans la vie, mais aujourd'hui, ils sont ministres. Aujourd'hui, ils sont maires de ville. Aujourd'hui, ils sont élus députés. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les catholiques irlandais, parce qu'ils étaient catholiques, n'avaient pas le droit de vote. Parce que les catholiques irlandais étaient des... Alors, lorsqu'on dit... Ce n'est pas un problème de catholiques protestants, mais les nationalistes irlandais, les Irlandais qui voulaient un pays uni n'avaient pas le droit de vote. Ils n'avaient strictement rien. Ils n'avaient pas le droit au travail, pas le droit au logement. Ils n'avaient le droit, l'accès à rien. Et on leur demandait, mais pourquoi vous ne faites pas la paix ? Parce qu'il n'y avait pas de justice. Dès lors où la justice s'est mise doucement en place, égalité des chances, égalité des droits, possibilité de voter, possibilité d'être élu, dès que ceci s'est mis en place, l'IRA toute seule, sans être vaincue. L'IRA n'a jamais été vaincue par personne. Elle a déposé les armes. Et dès cet instant-là, on a pu accoler la justice et la paix. S'il n'y a pas de paix, nulle part au monde, en Palestine, nulle part au monde, il n'y aura pas s'il n'y a pas de justice où que ce soit, il n'y aura jamais de paix. Et lorsqu'on vous parlera de paix, moi j'adore les processus de paix qui sont faits sans les belligérants. J'adore ça. Il y a l'ONU, il y a un tel, et les belligérants ne sont pas là. Et ça choque personne. Il faut que faire la paix, c'est s'asseoir avec le salaud qui est en face. Il n'y a pas le choix. Et on est toujours le salaud de l'autre. Et il faut parler avec lui. Faire la paix, c'est ça. Et faire la paix, c'est rendre justice. Autrement, ça ne sert à rien. Alors, il y a un autre mot. Il y a un autre mot qu'on pourrait rajouter, Sorge, dans ce que vous dites, c'est le mot dignité, parce que dans un des entretiens que vous avez accordés, à la presse helvétique, je crois, vous êtes en photo et vous tenez une ardoise sur laquelle est inscrit le mot dignité. Parce que paix, justice... Et dignité. Et dignité. Paix, justice. La dignité, la justice ne peuvent qu'amener à la paix. Mais c'est-à-dire que si en Afrique du Sud, si en Colombie, si au Pays Basque, ce qui se passe en ce moment, ils ont déposé les armes, tout le monde fait comme si c'était rien passé. Les Français, l'État français, les Espagnols, tout le monde les ignore. Les prisonniers, on n'y touche pas. Les prisonniers malades, ils en ont libéré un. Merci beaucoup. Ces gens font le maximum pour avancer vers la paix, et en face, on ne leur offre pas la possibilité de la dignité. On ne leur offre pas la possibilité de la justice, et c'est dégueulasse. Donc, ces mots-là, dignité et justice, sont les seuls qui comptent. Tout le reste, pour moi, ça ne compte pas. C'est du baratin. Et tant que ces deux mots-là ne sont pas associés, dès que ces deux mots-là ne sont pas associés, il y a des tueurs partout. La guerre, c'est une guerre. On tue. La guerre, c'est une guerre. Il y a une armée légale qui tue. Il y a une armée de partisans, de freedom fighters, ou je ne sais pas quoi, que l'on appelle des terroristes, et qui tuent aussi. Une guerre, c'est ça. Une guerre, c'est du mal qui est fait à des hommes par d'autres hommes.
Et il y a un moment, il est impératif que ces hommes se mettent ensemble et disent on arrête parce que c'est plus possible, on arrête, je ne sais pas pourquoi on arrête, parce qu'il y a un moment où les armes se battent, la clandestinité, la douleur, les difficultés, il y a un moment, c'est trop, parce que se met en place quelque chose qui ressemble à l'avancée possible vers la dignité, la reconnaissance et la justice. Sans ça, on peut parler des heures, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, on pourrait d'ailleurs laisser tout le monde ici réagir autour de la table, mais on va transiter vers vous, Hector Abad, parce que dans La Secrète, vous nous racontez donc la vie de ce qu'on pourrait appeler cette ferme, La Secrète, enfin cette grande bâtisse, cette grande maison, au travers de 3 regards, 3 enfants. Il y a Antonio, qui est un violoniste qui est parti à New York. Il y a Eva, qui est plutôt une femme qui a connu beaucoup d'hommes, y compris des présidents, enfin un président de la République, qui venait, comme on dit poliment, se sustenter physiquement. Voilà, c'est une formule un peu polie pour dire les choses de bon matin. Et puis il y a Pilar, qui est cette fille qui essaie de tenir la maison à tout prix. Et votre livre démarre au moment où finalement la maman de ses enfants est partie, elle est décédée. Et Sorge parlait des mots, il nous a parlé de paix, il nous a parlé de justice et finalement de dignité. Il y a une chose qui est assez incroyable. On arrive donc dans votre roman, dans cette Colombie de l'après-guerre, mais cette Colombie qui n'a pas oublié évidemment un conflit qui a commencé en 1964 et qui se termine en 2016, donc ça marque les esprits. Et parfois, les mots de la guerre sont quand même étonnants. Vous parlez d'une bande qui va enlever des enfants. Alors, c'est une bande de guérilla pour nous, et cette bande de guérilla s'appelle les musiciens. C'est quand même incroyable. Ils s'appellent les musiciens et ils sont là pour tuer des gens. Donc vous, en tant que témoin de ce conflit, est-ce que vous avez vu justement ces mots détournés ? C'est-à-dire que ceux qui faisaient les violences, qui étaient, comme disait Sorge, les belligérants, utilisaient des mots relativement positifs, des mots anodins, comme les musiciens ne s'inspirent pas à la guerre, pour les détourner et les mettre au profit de la violence la plus totale. Est-ce que vous avez vu ce détournement des mots, puisqu'on parle des mots ce matin ? Bonjour. Je suis l'exemple parfait de la décadence de l'éducation publique en la Colombie, parce que mon père, il a étudié latin et français, et je suis allé dans une école privée et je n'ai pas appris ni le latin ni le français. Excusez-moi. Bueno, yo creo que tal vez la guerra y la paz tienen mucho que ver con el tono en que se habla. La guerre et la paix, en fait, c'est selon le ton qu'on utilise pour en parler. Cuando yo vengo a Europa, que es como un referente para otras partes del mundo, un referente de paz. Quand je suis arrivée en Europe, qui est pour nous, Colombiens, par exemple, la référence de la paix, le mot Europe. Porque desde 1945, al menos, los estados más grandes de Europa no hacen una guerra grave. Voilà, depuis des années quand même, depuis des décennies, on n'a pas eu de guerre en Europe. A mí me da la impresión, en el tono musical de las palabras, me da la impresión de que tienen nostalgia de la guerra. Et selon le ton, presque une tonalité musicale qu'utilisent les gens pour parler de la guerre, il y a comme une espèce parfois de nostalgie. Es como si lo que hubieran logrado en Europa no fuera nada, como si fuera basura. C'est comme si c'était juste la poubelle, en fait. Il ne s'est rien passé. Bueno, mis hijos estudiaron en Europa, en Italia y en Barcelona. Y ellos, cuando mi hija de 25 años se pasea a las 3 de la mañana por las calles de Barcelona tranquilamente, sola, parece que eso a los europeos no les parece importante. Quand ma fille, par exemple, qui a 25 ans, se promène toute seule dans les rues, se promène dans les rues de Barcelone toute seule à 3 heures du matin,
Ça vous paraît normal? Y como si eso no hubiera sido una conquista de la dignidad, una conquista de la civilización, del respeto a las mujeres, como si eso no fuera grande e importante. Donc c'est comme une conquête en fait De la dignidad. de la dignité et Como si eso no fuera importante. Y en cambio, por casi todas las partes del mundo, una mujer no lo puede hacer. Et les femmes, par exemple, font des choses que dans beaucoup d'endroits du monde, elles ne peuvent pas faire. Et les Européens ne se rendent pas compte. Mi padre me educó en una especie de iluminismo francés. Mon père m'a élevé avec cette vision lumière un peu de la France. La idea de que la cultura, la educación, la civilización le permite respetar a una mujer joven y bonita Que a las 3 de la mañana y nadie la acosa. Que l'éducation, la culture ont fait que les femmes ont une certaine dignité et qu'elles peuvent se promener à 3 heures du matin dans une rue sans qu'on l'embête ou qu'on l'agresse. El problema de la guerra en Colombia es que uno no puede salir por la calle a ninguna hora tranquilamente, o ese era el problema. Es decir, el problema, yo fui a una escuela privada porque ya ir a la escuela pública a pie para un niño no era posible, era peligroso. Pour moi, par exemple, en Colombie, c'était juste pas possible d'aller dans une école publique à pied tout seul. C'est pour ça que j'ai été inscrit dans une école privée. Porque en un tiempo la guerrilla te secuestraba porque tenías cara de rico. À un moment donné, Que uno no sabe qué quiere decir eso. À un moment donné, la guérilla nous séquestre en quelque sorte puisqu'on a une tête de riche. Y luego los paramilitares, que eran la extrema derecha, una guerrilla, digámoslo así, de extrema derecha, te mataban porque tenías cara de comunista y de Si, revolucionario. comme l'extrême droite peut tuer des gens parce qu'on a une tête de communiste. Alors, oui, on va y revenir justement sur cette ségrégation et le fait qu'on mette des gens dans des cases. Et mettre dans des cases, c'est pas seulement les mettre dans les cases, c'est leur accorder ou pas le droit de vivre finalement. On va les séquestrer ou pas. Mais puisqu'on parle des mots et du vocabulaire, ça ramène aussi à ce que vous évoquez, Jean Rouault, dans Tout paradis n'est pas perdu, puisque vous parlez de religion, de laïcité, à partir de ce que vous avez vu en France, mais vous remontez aussi dans le temps et l'histoire. Et vous évoquez un état de fait par rapport à ce que disait Hector Abad. C'est vrai qu'a priori, avoir été éduqué avec le siècle des Lumières, la poésie en héritage, la connaissance de valeurs devrait, ça peut paraître basique, mais c'est vrai, devrait nous épargner d'une certaine barbarie. Et vous rajoutez un élément de réflexion, Jean Rouault, dans votre livre. Vous montrez que ce qui devrait être le garant de notre vivre ensemble, comme on dit, c'est-à-dire ici en France la laïcité, eh bien cette laïcité, elle a peut-être perdu une bataille, qui est pourtant garante de la paix, c'est ce manque de poésie, ce manque de lyrisme, par rapport aux religieux qui cultivent une façon de mettre en scène qui serait en part une partie de poésie. En fait, évidemment, je suis d'accord avec Serge sur sur la dignité, sur la justice. Mais les mots sont étriqués, ils n'arrivent pas à prendre l'ensemble de la diversité du monde. Regardez, pour la justice, on a été obligé d'inventer la justice de classe, parce que la justice, il y avait des magistrats, il y a tout un système, etc. Mais on voit bien que c'est 2 poids 2 mesures. On l'a vu récemment avec le pilleur de tronc de Sablé dans la Sarthe, là, qu'il ne voyait même pas en quoi le fait de se servir dans la corbeille de la quête était un préjudice pour l'ensemble de la communauté. Donc cette idée même de la justice, on a toujours été obligé de lui accoler quelque chose. Et donc la justice de classe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un appareil judiciaire qui est normalement là pour assurer les mêmes droits à tout le monde, qui est sans arrêt pris en faute. Et on s'aperçoit que selon le processus décrit par Bourdieu, ce sont les mêmes classes qui captent les mêmes postes et qui donc évidemment jugent en fonction de leurs propres critères. Donc, et pour la dignité, c'est pareil. La dignité, elle est adossée à un imaginaire. Qu'est-ce qui fait qu'on réclame une certaine dignité? Ça veut dire qu'on s'identifie à quelque chose qui nous rend dignes. Et digne de quoi? C'est ça la question. Et donc, il y a
On l'a vu avec la laïcité, qui a priori, c'est écrit en lettres néon comme ça, dans le ciel de la République. Mais on a vu là récemment comment, au nom de la laïcité, on crée de l'indignité, on crée de l'injustice. Ça a commencé en 2014, au moment des élections municipales, lorsque le Front National a pris quelques villes et dont la première mesure a été d'interdire les menus de substitution. On sait très bien que le Front National étant animé de bonnes intentions, c'était pour stigmatiser les enfants musulmans. C'est tout. C'est-à-dire que menu de substitution, ça veut dire du porc pour tout le monde. Ça veut dire qu'au fond, un enfant laïque est blanc, catholique, républicain, qui peut manger du porc. Sauf le vendredi pour les catholiques. Donc on voit en se camouflant derrière la laïcité, le Front National faisait passer une saloperie. Et de même pour le voile, etc. Et donc le problème de laïcité, c'est qu'à ce moment-là, on a vu des gens venant de tous horizons soutenir les propositions du Front National. Et soudain, on a vu se dégager une espèce de majorité d'idées, et d'idées pas très heureuses pour moi, qui se dessinent là en ce moment. C'est-à-dire qu'on voit ces répartitions, on voit ces 18% d'électeurs de Mélenchon qui sont capables d'aller voter pour Marine Le Pen au deuxième tour. Donc cette notion de dignité, encore une fois, c'est digne de quoi? C'est par rapport à ses propres yeux qui ne sont pas les yeux de l'autre. Donc chacun arrive avec un imaginaire, et parfois il y a des imaginaires communs, parfois il y a des imaginaires qui collent plus ou moins. Il s'agit de faire fonctionner tout ça ensemble. Et on a vu que les grands mots, les grands concepts comme ça, issus de Lumière, achoppent sur cette réalité-là. Et ce que je rappelle dans Tout paradis n'est pas perdu, c'est que là, on nous explique que donc la laïcité, c'est comme si on était tombé dans la marmite comme Obélix quand on était petit, et qu'on en était tous ressortis athées, mangeant du porc, etc. Sauf que moi, j'ai connu dans mon enfance, et je pense qu'ici, pour les gens de ma génération, ils seront d'accord avec moi, j'ai vu enfant comment dans les cantines, qu'elles soient laïques ou pas, on ne servait jamais de viande le vendredi. J'ai vu qu'enfant, toutes les femmes se couvraient la tête d'un fichu avant de sortir. C'est quelque chose qui remonte à loin et dont on a encore une trace. Personne ne s'en émeut. Il faudrait pourtant, je pense que les tenants de la laïcité pure et dure devraient l'interdire. C'est le voile de la mariée. Je veux dire, il faut arrêter le voile de la mariée. Vous voyez ? Donc c'est toujours très, très compliqué quand on commence à rentrer comme ça dans ces imaginaires-là et de les dévoiler littéralement. Et on s'aperçoit à ce moment-là que ça implique de composer avec ces imaginaires-là, avec ces mémoires, à savoir que ma dignité, elle est là, la dignité de l'autre n'est pas au même endroit, et on va quand même essayer de trouver ce que, comme le disent les Québécois, expression reprise par Juppé, dont on lui avait fait mauvaise grâce, à savoir des accommodements raisonnables. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous soulevez effectivement cette part d'imaginaire qu'il y a dans le vocabulaire. Yaya, dans votre livre Fils du jour, ça c'était pour voir si vous suiviez. Tout le monde est là, ça va. Vous racontez, au-delà de la guerre, cette rencontre entre El Hadj, qui est le fils préféré dans sa tribu, qui va tomber amoureux et épouser Agathe, qui elle n'est pas musulmane au départ, mais qui va prendre un prénom arabe, c'est la pierre précieuse, c'est ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tout au long du roman, sans le dire avec une véhémence, sans brandir d'étendard, vous rappelez comme ça cette question de dignité, de justice, mais pas de manière grandiloquente, avec des grands mots. Et vous montrez aussi que, effectivement, la part d'imaginaire est très importante, parce qu'arrive un homme dans votre récit, c'est un lieutenant de l'armée française, le lieutenant Rimbaud, qui est en fait le père du fameux poète dans la réalité. Et ce lieutenant, il est arabophile, il traduit le Coran. Donc, comment vous réagissez
à cette idée de dignité et de justice. C'est-à-dire que, en fait, comme le disait Jean, on sort des grands mots et des grands vocabulaires. C'est presque un état d'esprit, une façon de vivre au quotidien. Eladj, votre personnage, offre tous les soirs une poésie à sa femme, c'est-à-dire qu'il lui déclame. Il y a Rimbaud, ils échangent, ils parlent de poésie. C'est là que se construit ce début de justice et de dignité. Alors, je voudrais, si vous permettez, revenir à quelque chose sur le détournement des mots dont parlait Sorge Chalandon, à juste titre. Comment on voit par exemple que au Moyen-Orient, les combattants qui participent à une guerre, on les appelle les shebabs. C'est extraordinaire. Shebab, c'est un mot qui est beau, qui veut dire jeunesse, jeune. Comment qu'on arrive à ce que ce mot jeune, qui veut dire, qui annonce la vie et qui annonce l'avenir, devient un terme militaire. Et ça veut dire que c'est le soldat, en fait, shebab, sur la question du détournement de mots. Alors, et y compris repris par la presse. Les shebabs ont tué 60 personnes dans un village, ce qui tout d'un coup devient... Absolument. Donc, et on reste toujours, quand on parle de dignité, ce que disait Jean, ça dépend à quel niveau on est, d'où on parle aussi, question de dignité. Et quand l'armée coloniale française arrive en Algérie, il y a chez les dirigeants français à ce moment-là et la hiérarchie militaire, il y a cette idée que ce peuple n'est pas digne. Donc il est dès barbare. le départ. Bien sûr, mais c'est cela la question. Et puis après, il y a, du point de vue de ceux qui sont là, que nous sommes dignes de vivre, nous sommes dignes de vivre libres avec notre vision du monde. C'est ça ce qui achoppe. Et donc l'officier, le lieutenant Frédéric Rimbaud, et d'ailleurs j'ai gardé le nom puisqu'il a été réellement, le père du poète a été réellement en poste à ce niveau-là, dans 1845. Il était chef du bureau arabe, et c'était juste pour m'amuser. Mais en fait, lui, il essaye de comprendre comment passer de l'un à l'autre. De lui, le fort, fort de son armée, de cette idée que la France est un pays de civilisation, de culture, qu'il a une armée forte pour le défendre et qui peut conquérir le monde. Il peut passer vers la compréhension de l'autre et essayer de comprendre que l'autre aussi a une revendication de dignité. C'est dans ce sens. Comment ? La laïcité, non, La laïcité s'invite à notre débat. Donc c'est toujours une question, à mon avis, une question sémantique. Ce qui me permet de faire un saut aujourd'hui. Récemment, un certain nombre de pays arabo-musulmans ont demandé à l'ONU qu'on n'utilise plus le mot islamiste, par exemple. Regardez comment la sémantique intervient. Et on a dit, il faut dire djihadiste. C'est assez extraordinaire quand même. C'est-à-dire qu'on n'entend pas la même chose. Dire islamiste, pour eux, à ce moment-là, c'est remettre en cause peut-être, pour eux, toute la religion musulmane. Mais en fait, non. Pas du tout. C'est vrai qu'à un moment donné, on parlait d'islamisme pour parler de l'islam, mais en fait, les islamistes tels que nous avons expérimenté leur place dans nos pays d'origine, comme l'Algérie, c'est que c'est l'agression, et c'est, au-delà de l'agression, c'est la prise en otage de nos consciences. Et donc, islamiste, ça veut dire quelque chose. Sauf que pour eux, ils souhaitent se blanchir et faire en sorte que toute la communauté internationale parle de djihadistes et non plus d'islamistes. Et à ce moment-là, quand on parle de djihadistes, on a réglé le problème, on a réglé la question. Pour eux, je veux dire, on ne parle plus de religion. Or, la question, elle est à ce niveau-là encore. Elle est là. C'est là qu'il faut aller creuser. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les mots... Oui, ça, je voulais... Non, mais c'est juste... Non, mais c'est aussi, dans ce qu'il explique, c'est la bataille. Il ne faut pas dire État islamiste, État islamique. Quel État ? Daesh. Les gens de Daesh ne supportent pas cet acronyme-là. Donc dire État islamique, déjà, c'est leur donner une fonction, c'est leur donner un pouvoir, et c'est leur donner un État. Daesh, c'est rien.
Mais Vous c'est vouliez très rajouter juste. Non, mais c'est très juste. Jusque-là, on parlait de Al-Qaïda, de Boko Haram et tout ça. Et maintenant, d'un seul coup, c'est Daesh, c'est Dawla le Tibri ou l'Euphrate, hein, des deux fleuves. Et donc, Dawla Islamia. Mais là, c'est reconnaître, comme le disait, c'est qu'en fin de compte, nous avons quelque chose en face qui est de l'ordre légal à reconnaître et à combattre, peut-être bien à reconnaître. Or, il me semble que déjà dans les mots, donc dans ce détournement de mots, il y a une problématique importante. C'est-à-dire que les mots pour la paix, c'est aussi une réappropriation de la sémantique, ne pas la laisser filer. Et ça nous fait rebondir vers votre livre, André Bucher, À l'écart, qui nous plonge plus dans une réflexion depuis votre vallée du Jabron. Et il y a un moment dans le livre, vous écrivez, mais ça, vraiment, ça cristallise ce qu'on dit, dans À l'écart, vous écrivez « Le langage s'apparente à une toile, il décrit, propose une grille de lecture et permet d'entrevoir par les descriptions les termes qu'il utilise, ce qui a trait au lieu. La façon dont nous percevons et agissons renvoie à une part de hasard et d'incomplétude face à l'expérience. Et après, votre travail avec l'écriture, c'est d'ajuster en permanence ce langage par rapport à la réalité. Donc, comment vous recevez tout ça dans ce à l'écart où vous ne vous mettez pas en retrait du monde? Simplement, vous contemplez le monde et vous répondez à des questions d'actualité assez variées. Où finalement on sent aussi poindre cette idée de dignité, de justice, mais pas dans le même sens, dans le sens de conservons cette terre, essayons de vivre là où j'habite, c'est-à-dire dans des lieux peu peuplés, où la nature n'est pas qu'un moment poétique, c'est aussi la réalité de l'expérience, c'est aussi des animaux sauvages qui vont manger vos récoltes. Comment vous le ressentez, ce langage et ces mots? Les mots, c'est un peu dans l'antagonisme qui nous occupait, la guerre et paix. Les mots, c'est un peu un recours. Et chez nous, on peut plutôt parler de lutte, soit par rapport aux éléments qui ne sont pas forcément favorables, parce que vivre dans ces endroits, c'est éminemment difficile. Et puis aussi parce qu'il y a un côté résilient. Moi, ce qui m'intéresse dans les mots, c'est d'abord qu'ils servent des personnes, des êtres de fuite comme les animaux, dont on parle, à qui on donne rarement parole, à qui on donne rarement une voix, et aussi aux individus, à des gens dont on parle très peu en littérature. Bon, ça rejoint ce que disait d'ailleurs Harrison en disant ce qui m'intéresse, c'est de parler des gens dont on ne parle jamais. Et puis, il y a le côté résilient de cette confrontation. En fait, c'est pas la guerre chez nous, c'est la lutte. C'est la lutte pour éventuellement la vie, la survie. Pour les services publics, pour le maintien d'un minimum de population. Il ne faut quand même pas oublier que dans la région où je suis, ce sont les Alpes de Haute-Provence, il y a 1,2 habitants au kilomètre carré. C'est pas tellement le 1, c'est le virgule 2 qui pose un peu question, quoi. On ne sait pas trop à qui affecter le virgule 2. Donc vous imaginez la vallée du Jabron vers Sisteron, en face de la montagne de Lure, 8 communes, 1000 habitants. Donc voilà, rapprochez bien votre micro, André. On a déjà une toile de fond. 1000 habitants pour 8 communes sur 50 km². Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais essayer d'aller non seulement rendre une voix à des gens, comme j'ai dit, dont on ne parle pas, mais aller voir à la fois ce qu'il y a dans la confrontation et aussi dans la beauté. Baudelaire disait, derrière la beauté, derrière chaque chose, se cache une terreur profonde. Et moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est d'aller voir chez ces gens. Il y a notamment un livre qui est autour de cette thématique, qui s'appelle Faits divers, où je fais arriver un réfugié de la guerre des Balkans. Mais au lieu de le faire arriver à une zone, par exemple, comme à Sangatte, je le fais arriver tout seul dans cette région. Et il se trouve donc, lui, il est serbo-croate, il a fui la guerre, il a tout perdu, sa famille, ce que moi j'appelle la chevauchée de la discorde, la guerre des Balkans, des gens qui vivaient très bien ensemble et qui soudain se mettent à s'entretuer, se déchirer.
Il perd tout, il vient là. Il se retrouve au milieu de gens qui sont en guerre également. Mais alors eux, c'est une guerre, vous savez, comme à la campagne, où des gens se détestent depuis des générations. Et ça continue, et les gens ne savent même plus pourquoi, mais ils continuent de se détester. Et lui, il arrive au milieu, il sert de détonateur dans ce contexte-là. Et ça m'intéressait de faire venir quelqu'un tout seul dans une région isolée, où les gens sont également quasiment tout seuls, et montrer que lui, vu qu'il est bûcheron, il trouve du travail. Il n'y a pas de problème, personne ne veut faire ce boulot. Lui, il trouve du travail dans une scierie. Sauf qu'il tombe au milieu de deux familles qui s'entre-déchirent. Et donc on s'aperçoit bien que quels que soient les contextes, on a vraiment une grande aptitude, une grande ingéniosité pour se guerroyer, pour s'affronter plutôt que le génie de l'homme dans la détestation qui fait partie de la normalité. On parle beaucoup des mots. Il y a aussi d'ailleurs dans le livre que vous venez d'évoquer le silence de votre personnage, puisqu'il ne parle pas la langue de ces deux familles, il fait face aux éléments. Mais justement, il y a ces mots pour la paix, ces mots pour la guerre, et puis il y a cette phase de silence aussi, parce que c'est très difficile de nommer les choses en réalité. Et vous le montrez très bien, Hector Abad, dans La Secrète, avec une scène. L'un des personnages de votre livre, c'est Eva, doit fuir, puisqu'elle est poursuivie par ces musiciens qui, on l'aura compris, ne sont pas des musiciens, elle risque d'être tuée, mais bon, c'est une fuite, elle va plonger dans un lac, etc. Ça pourrait être une scène anodine, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous notez, nous sommes donc dans cette situation colombienne, c'est qu'elle se doit de demander de l'aide à personne, parce que le fait de parler, donc d'employer des mots pour dire à l'aide et de s'adresser à quelqu'un, c'est menacer celui qui va l'aider, et si quelqu'un l'aide, il risque sa vie. Donc ça veut dire que la force des bourreaux, en l'occurrence, c'est d'arriver aussi à condamner les gens au silence. C'est quelque chose qui est prégnant dans la situation que vous avez vécue en Colombie. L'impossibilité de demander de l'aide, de s'en remettre à soi-même et de ne compter que sur soi. Cette division. Voilà, donc là, c'est la période de traduction. Ça, c'est les cloches, on n'a pas pu... Ah ben, c'est peut-être fait exprès, c'est pour Jean qui ont... Antes de las campanas entendía francés, con las campanas es imposible. Traduce eso. Avant les cloches, je comprenais le français, mais là, avec les cloches, je comprends Oui, plus. ça aide. Bueno, es que, no sé, como no entiendo nada, todo se me volvió imaginario, ¿no? Tengo que inventarme las preguntas que me hacen y no, estoy fuera del contexto, completamente fuera del contexto. Sí, bueno, pero traduce lo que yo digo. Du coup, je suis loin du sujet, là. Avec tout ça, les questions en français, les cloches, j'ai du mal à me reconcentrer. Entonces vivo es decir, no estoy presente, estoy imaginando qué me preguntan. Là, je suis dans Porque l'imaginaire. Geraldine cree que yo entiendo, pero yo no entiendo. Bueno, 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 el lago, en ese lago donde Eva escapa por la noche nadando, Donc dans ce lac où Eva va s'échapper en nageant dans le lac près de la Secrète. en ese lago han matado mucha gente y la han tirado al lago. En ese lago se han suicidado personas. Il y a eu beaucoup de morts dans ce lac, beaucoup de gens tués qui ont été tués dans ce lac et des gens qui se sont suicidés dans ce lac. Es un lago que yo conozco, es un lago donde yo nado usualmente. C'est un lac que je connais parce que Es j'ai un nagé lago dans ce lac. Más oscuro que este parlante. Plus obscur que ce haut-parleur. Y uno siente siempre como esa compañía y ese murmullo de los muertos que están en el lago. Oui, par ce nombre de morts en fait. Hein. Il apparaît noir, obscur par le nombre de morts qu'il y a eu dedans. Sí. En ese lago yo saqué una persona que se ahogó, yo mismo lo encontré debajo del agua. D'ailleurs, j'ai sorti une personne de la noyade de ce lac. Y esa experiencia yo se la puse en boca de Eva. Et cette expérience, je l'ai retranscrite dans la bouche d'Eva. Bueno, entonces está el lago, el agua y está la tierra. Y esa es gran parte del conflicto
colombiano y del mundo entero, la tierra. ¿De quién es la tierra? Donc le lac, les terres, c'est un conflit éternel en Colombie. À qui sont ces terres? Como la colonia en Colombia terminó hace más de 200 años, Comme la colonie colombienne, c'est no, c'est ya, stoppé ya- il y ya a no hay una 200 ans. memoria tan presente como la tuya. Il a la mémoire de la mort tout le temps présente. Pero entonces hay un conflicto también. Algunas personas dicen que la tierra es solamente de las personas, de los indígenas, de los nativos. Il y a la version des gens qui disent que la terre appartient aux indigènes, aux natifs de cette terre. Y que los que tengamos una apariencia más española, entonces somos extranjeros. Oui, et on a cette vue aussi beaucoup plus étrangère, comme quoi nous sommes aussi espagnols. Entonces, si uno pone las cosas al revés, si uno se imagina a unos alemanes muy blancos diciendo en Alemania que la tierra solamente les pertenece a los arios, C'est comme les Allemands qui disent avec leur peau bien blanche, leurs yeux bleus, que seulement cette terre-là leur appartient à eux. entonces se ve que todo es muy complicado en un país que es un país mezclado, que es un país donde mi hermana es de color muy oscuro, tengo una hermana de ojos azules y yo estoy en la mitad, tengo una hermana negra, una hermana blanca y yo estoy en la mitad. Donc c'est compliqué. Par exemple, dans ma famille, ma sœur, j'ai une sœur qui a un teint très très mat, une autre qui a les yeux très très bleus. Moi, je suis un peu au milieu. Et voilà, c'est ce mélange en fait qui existe en Colombie. Y pasan unas cosas muy absurdas con esta especie de nacionalismo étnico o genético, porque ayer me contaba un amigo colombiano que se casó con una francesa, fue al consulado de Colombia a registrar a su hija francesa y les pidieron un examen de sangre a los tres. Donc cette recherche d'identité, en fait, vouloir prouver son identité, c'est quelque chose de terrible. Par exemple, j'ai un ami qui s'est marié à une Française et Y tuvo una hija francesa ils ont eu y fue une fille fue al française. consulado de Colombia a registrarla como colombiana y les pidieron un examen de sangre a los tres. Ils ont demandé un examen de sang aux trois pour qu'elle puisse avoir son identité en Colombie. Y las cosas están así que yo también me hice un examen de sangre que hace la National Geographic para ver si tenía algún derecho indígena a mi país. Et aussi, on nous fait faire des examens de sang pour voir si on a un peu de sang indigène. Y En afortunadamente fait, pour tengo el appartenir au pays. 15% de sangre indígena según el National Geographic, entonces puedo ser también colombiano. Donc, quand on a 15% de sang indigène, eh bien, c'est bon, on peut être colombien. Cuando las cosas se ponen en esos términos de quién tiene derecho a la tierra, quién según la memoria de la historia tiene derecho a estar en Francia o a estar en Colombia, nos enloquecemos y vamos a la guerra. Donc si on se pose toujours cette question, à qui appartient la terre? Est-ce que les Français ont droit à cette terre, les Allemands, les Colombiens? Enfin, là, on va à la guerre, évidemment. Et c'est donc ce que vous évoquez, Hector, finalement, puisque Sorge en parlait tout à l'heure, cette idée de justice. Effectivement, ça nous renvoie à qui rend la justice, pourquoi, la dignité, la digne de quoi. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, qui est aussi un mot évidemment galvaudé, c'est le mot pardon en fait. Quelle place il a? Je ne sais pas, Sorge, quand vous parliez de l'Irlande, vous parliez de situation au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et puis on se souvient finalement de cette tentative dans le 4e mur de monter Antigone avec des gens d'ici et d'ailleurs, au cœur de ce Liban en plein Sabra et Shatila, où effectivement toutes les origines, toutes les sensibilités étaient représentées. Ce qui lie là les héros dans le 4e mur, c'est cette volonté d'arriver au bout d'un projet complètement fou dans le contexte de guerre. Mais vous aussi, parce que vous avez vu de la guerre, est-ce que le pardon a un sens? Parce qu'à vous écouter, on se dit que tout ça, c'est des mots, pardonnez-moi l'expression, de journaliste ou d'utopiste, tant qu'il n'y a pas de mécanique derrière. Alors, justement, parce que j'ai été très intéressé par ce que Jean Roux a dit tout à l'heure sur la justice de classe, etc. Moi, quand je parlais de l'Irlande et de la dignité et de la justice, je parlais d'une chose qui était pas des mots de journaliste. Oui, oui. C'est-à-dire, mais c'est important de dire qu'il y a des pays où le mot dignité et justice, respect,
Ce sont des mots qui ont une chair. Par exemple, vous le savez ou pas pour les plus jeunes, mais il n'y en a pas trop là, donc ça va, je suis tranquille. Mais restez quand même. Attendez, ça va. Mais en 1981, parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des militants politiques, ils n'étaient pas considérés comme des combattants. Les Irlandais emprisonnés dans le camp de Long Kesh à Belfast, nationalistes, ont décidé que pour la dignité, pour leur dignité, et pour l'esprit de justice, qu'ils allaient mourir en grève de la faim, les uns après les autres. Le premier s'appelait Bobby Sands, il y en a eu 9 autres qui sont morts après. Je vous rappelle que ces hommes-là, ils demandaient une seule chose, et ça c'est la dignité. Ils disaient « Je ne veux pas porter le costume carcéral des droits communs. Je me suis fait arrêter les armes à la main, je me suis fait arrêter en uniforme de l'armée républicaine irlandaise. Je ne veux pas porter l'uniforme des droits communs, l'uniforme que portaient les violeurs, les assassins, les tueurs d'enfants, etc. » Pour cette demande-là, qui est toute simple, pour la dignité, et là on ne parle pas d'une dignité factice, pour cette dignité, ils ont d'abord refusé le costume carcéral pour ceux qui s'en souviennent. On leur a donc enlevé les costumes carcéraux, ils réclamaient simplement leurs propres vêtements. Et pendant 4 ans, près de 400 personnes ont vécu nues sous leur couverture dans les prisons de Belfast, à Long Kesh. 4 ans nus dans les couvertures. Et au bout de 2 ans de ces 4 ans-là, les gardiens, et ça c'est une atteinte à la dignité, les gardiens ont dit si vous ne sortez pas et si vous ne mettez pas vos vêtements, on ne sort plus vos tinettes, vos excréments. Et pendant 2 ans, nus sous leur couverture, ils ont vécu dans leur urine et dans leurs excréments pendant 2 ans, qu'ils mettaient sur les murs, c'est-à-dire qu'ils se chiaient dessus. Ils étaient nus sous les couvertures pour la dignité. Et ça, on parle de dignité. Là, on n'est plus dans une dignité, ouais, j'aimerais un peu de respect dans le métro, etc. Là, on parle d'hommes qui disent à leurs ennemis, parce qu'ils sont prisonniers, nous, on n'a plus que notre corps, on n'a plus rien, on n'a plus d'armes, on est emprisonnés, on est entre vos mains, mais au moins respectez-nous. Et ensuite, parce que 4 ans sous les couvertures, ça n'a rien changé, parce que 2 ans dans leurs excréments, ça n'a rien changé, ils ont commencé à mourir en grève de la faim les uns après les autres. Bobby Sands, le premier, le plus vieux de ces hommes qui est mort en grève de la faim, il avait 30 ans, le plus jeune en avait 23. Et il y a 10 mères, des mamans, que les Britanniques ont fait venir en leur disant « Je vous en supplie, faites-leur arrêter ce martyr ». Parce que Margaret Thatcher avait dit « Let them die », laissez-les mourir. Elle avait dit « Les Irlandais sont un peu très, très particuliers, ils ont une sorte de vision de la mort romantique, tant pis pour eux, s'ils veulent mourir, qu'ils meurent ». Il y a 10 mamans, il y a des mamans ici, il y a 10 mamans qui ont été appelées 10 fois de suite au chevet de leurs 10 enfants en leur disant « Juste, ils viennent de tomber dans le coma. Donnez-nous un ordre et on les nourrit de force et c'est terminé. Et ils vivront et vous aurez un enfant vivant. » Et il y a 10 gamins, 10 combattants gamins qui, au nom de la dignité, au nom du respect, au nom de la liberté, ont dit à leur mère « Maman, si tu fais ça, nos 4 années sous les couvertures, nos 2 ans dans nos excréments, tout ce pays qui est à venir, il est mort, il ne compte plus. » Et il y a 10 mamans qui, la main physiquement, assis sur le lit de leur fils, la main de leur fils dans la leur, ont laissé mourir leurs enfants parce que c'était plus fort, plus important et plus grand, y compris que l'amour qu'elle leur portait. Et il y a eu une 11e maman qui a dit « Je peux pas ». Et puis une 12e, et une 13e, et une 14e. Et c'est comme ça que la grève de la faim s'est arrêtée en Irlande du Nord. Là, on parle de dignité. Là, on parle de justice. Là, on parle de respect. Et moi, c'est de ça dont je parlais. Ces mots-là qui parfois portent des gens jusqu'à la mort parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, je voulais qu'on remplace ces mots-là. Mais Jean a raison. On galvaude des mots aussi. Mais là, donc, je ne parlais pas de mots galvaudés. Je parlais de mots qui avaient un sens de vie et de mort. Sur le pardon. Sur le pardon, moi j'ai écrit un livre, mais je ne parle pas de mon livre, mais je vous explique brièvement.
L'un de mes meilleurs amis en Irlande, pour ceux qui ont lu Mon traître et retour à Killybegs, l'un de mes meilleurs amis en Irlande, pendant 20 ans, il m'a expliqué son combat. Il sortait de prison, il rentrait de prison. 20 ans d'amitié, 20 ans. Ce genre d'homme qui vous explique ce que c'est qu'un pays, ce que c'est qu'une guerre. Voilà, tu vois, Sorge, là, ça c'est un uniforme de soldat britannique, ça c'est un Écossais, ça c'est un Gallois. L'homme qui vous décrypte tout. Et vous êtes dans sa famille, il est dans votre famille, et ça devient un frère. Et cet homme-là était un traître. Cet homme-là, pendant 20 ans, il travaillait avec les services secrets britanniques, l'armée britannique et la police d'Irlande du Nord. Un vrai traître. C'est-à-dire que nous avons porté ensemble des cercueils d'hommes qui avaient été tués par sa faute. Cet homme-là, il a été exécuté, il s'appelait Dennis Donaldson, il a été exécuté en avril, le 4 avril 2006. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas demandé pardon. Moi, mon travail d'homme, pas de journaliste, d'homme, je fais le chemin en me disant, c'est la guerre qui a fait de lui un traître. Je n'en suis pas encore là, mais j'espère qu'un jour je pourrai en être en considérant que le traître est une victime de la guerre comme les autres. J'en suis pas là, je peux pas, c'était trop compliqué pour moi. Mais je ne sais pas quel mot ça a, parce que le pardon, ce sont les cloches qui sonnaient tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a un moment donné, oui, il y a un moment donné où des assassins et des victimes doivent se rencontrer. Ça a été fait en Afrique du Sud. Ça a été fait. Donc moi, j'ai un ami irlandais, un homme magique, Tommy. Tommy, les loyalistes protestants sont entrés un jour chez lui pour le tuer. Il n'était pas là. Ils ont tué son fils. Dans la maison, dans le salon, ils ont tué son fils. Et Tommy, au processus de paix, lorsqu'il a fallu signer les accords de paix, il a dit « Je veux les voir. Je veux voir les deux hommes qui ont tué mon fils. » Ils se sont vus à huis clos. Ils se sont parlé. Ils se sont parlé pendant 2 heures. Et cet homme-là, il ne leur a pas pardonné. Mais lui aussi a tué. Lui aussi a tué. C'est-à-dire que nous sommes en face d'hommes qui ont tué les uns les autres. Mais lui voulait voir ceux qui avaient tué son fils. Ils ont parlé pendant 2 heures. Il est ressorti de là. Il n'a pas pardonné, mais il les a vus en face. Il leur a parlé. Ils se sont parlé. Et il est sorti en disant « On fait la paix ». Ça, je trouve ça extraordinaire. Mais pas facile, et le fait de voir le bourreau en face. Alors, et finalement, d'ailleurs, on s'empresse de dire que, comme vous le disiez justement, Sorge, il n'y a pas d'innocent et de coupable, au sens que chacun a tué, et on est au-delà de cette vision un peu, très propre. Ça appelle peut-être des réactions parmi vous qui avez écouté. Et justement, je pensais à vous, Yael, parce que vous évoquez dans le livre Fils du jour un épisode d'histoire qui montre que la dignité, c'est un combat et c'est une action. À un moment, vous parlez de l'émir Abdelkader, c'est ça, qui était un parangon, enfin un acteur de cette lutte pour que les Algériens retrouvent leur dignité. Et votre héros est amené à arriver en Syrie, donc ce héros qu'on évoque, il s'appelle El Hadj, et il explique une chose intéressante, c'est que Abdelkader pourrait garder le silence, mais il va agir, il va intervenir pour éviter un massacre qui sévit à l'époque en Syrie, celui de Druzes chrétiens. C'est-à-dire que s'il n'intervient pas, il risque d'y avoir ce massacre. S'il se tait, il y a des innocents qui vont être massacrés. Et c'est un peu ce que disait Sorge, finalement, cette dignité, elle a besoin d'action. En fait, Abdelkader n'a pas eu de problème à les défendre. Il n'a jamais réfléchi ou quoi que ce soit. Il a alerté tout de suite à l'époque, nous sommes en 1860, les autorités françaises. L'ambassadeur de France devant la Sublime Porte ne voulait pas entendre l'émir Abdelkader parce qu'il avait peur de lui. Il se disait toujours qu'il va fomenter quelques troubles alors qu'il se trouve à Damas, quelques troubles encore en Algérie, et il a une aura. Et c'est le consul de France quitte à Damas qui va écouter Abdelkader. Et Abdelkader, à un moment donné, devant le pogrom commis par des Druzes musulmans, pas chrétiens, qui attaquent les quartiers chrétiens, va sortir avec ses hommes et va protéger tout le quartier chrétien. Déjà, les journées précédentes, il y a eu plusieurs milliers de morts, au moins 10 000 morts des chrétiens.
des Maronites qui ont été assassinés. Et donc, lui va protéger cette communauté qui restera, c'est à peu près 12 000. Mais c'est au nom de ses convictions, au nom de ses convictions profondes, religieuses. Abdelkader, c'était d'ailleurs dans mon livre qui est sorti en 2016 sur Abdelkader, je parle de lui, de ce côté mystique qu'il avait, de cet homme qui pensait que tout être est mon être. Mais ce que je voulais dire, c'est que je voudrais revenir à cette histoire, à mon sens, sur le pardon, parce que la question est importante. Oui, le pardon, oui. J'étais dans une rencontre avec 2 autres personnes, et il s'avère que ces 2 personnes, l'une était fille de pieds noirs d'Algérie. Quand il y a eu l'attentat durant la bataille d'Alger en 1957 contre la brasserie, le Milk Bar, elle était là enfant. Elle a perdu son bras. Donc elle n'a pas de bras. Elle était là avec moi. Et à côté, il y avait un fils de Harki. Il était là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en 62, quand il y a eu une sorte de une vengeance des Algériens autochtones contre leurs frères qui avaient travaillé avec l'armée française, beaucoup ont fui vers la France, on le sait dans quelles conditions. Et donc ils étaient là, et à un moment donné, le modérateur de la rencontre parlait de pardon, il a commencé, bon j'ai dit, et moi je suis considéré comme le victorieux. J'ai jamais vu de victoire, j'ai jamais vu. C'est pas grave, mais bon, je suis considéré comme celui qui est resté là-bas, donc qui était du bon côté du FLN. Voilà. Pour ceux qui m'avaient mis dans cette position, je ne parle pas de moi. Et donc à ce moment-là, moi j'ai dit, bon, écoutez, on va se mettre d'accord. Je me suis levé et j'ai dit, je vous demande pardon pour votre bras que vous avez perdu, pour toutes les blessures qu'on vous a infligées. Vous, je vous demande pardon pour déjà cette histoire de fils d'Harki qui vous colle encore, et qui est impropre, qui est insupportable, qui est inacceptable. Est-ce que vous pouvez... J'ai utilisé ce mot de Jean-Paul Marie. J'ai dit, est-ce que vous pouvez, vous, me demander pardon pour mes blessures non apparentes? J'ai mes draps, j'ai mes jambes. J'ai jamais eu d'enfance. Jamais. J'ai vu mon père piétiner. Piétiner mon père. Vous imaginez un gamin qui voit son père piétiner par terre par les bottes des militaires. J'ai vu des cadavres dans la rue quand j'allais à l'école. Cadavres des 2 côtés, européens. Des 2 côtés, oui. Nous sommes à Oran. Moi, je suis un enfant d'Oran. Oran, 1962, 1961, c'était quelque chose d'atroce, d'assez terrible. Du côté de l'OAS comme du côté alors, on ne sait pas si c'était le FLN ou la LN à ce moment-là, parce qu'il y a eu un déchaînement de violence, de haine vis-à-vis des Européens à Oran, qui était assez terrible. Et moi, j'ai vu tout cela, enfant. Alors, est-ce que vous pouvez me demander pardon pour cela? Mais donc, je dis, moi, je n'ai pas besoin de pardon. C'est que la guerre d'Algérie, pour moi, elle est finie. Terminée. Il faudrait qu'on s'en débarrasse. C'est fini. Il y a quel pardon de quoi? Et puis, je voudrais parler aussi de cette idée dont on a parlé, qui est très religieuse, dont on a parlé, comment on appelle ça, le pardon, non, pas la contrition. C'est un mot qui a été utilisé dans la presse, bon. Mais c'est un mot qui n'est pas la résilience. Non, pas la résilience. La repentance. La repentance. Bravo. C'est un mot qui n'est pas sorti d'Algérie, ça, ce mot. Il n'est jamais sorti d'Algérie, ce mot-là. Il est sorti en France dans la presse. Mettons-nous bien d'accord. Parce que déjà, ils ne le connaissent pas là-bas. Bien sûr qu'il y a les gens du régime, du pouvoir politique, on sait ce que c'est. Je n'ai pas envie de parler d'eux, je n'ai pas envie de parler des islamistes, je n'ai pas envie de parler d'eux. C'est pas ça. Mais en tout cas, le mot repentance n'est pas connu. C'est en France que ça a été sorti par la presse. Après, donc, en Algérie, on s'en est emparé, on a fait les choux gras. Mais repentance de quoi? Pardon pourquoi? C'est fini, nous sommes tous blessés. Jusqu'à ce jour, nous portons nos blessures. Et le pied noir, et moi, et le fils d'Harki, et le soldat de la guerre d'Algérie, et l'immigré algérien en France, tout le monde a perdu. Bien évidemment, l'Algérie est un État indépendant et tant mieux, souverain.
Bon, je vous dirai autre chose à ce moment-là. La guerre est terminée en 62. La guerre civile arrivera après, mais entre-temps, c'est quoi? C'est une autre guerre qui s'est jouée. C'est une autre guerre dans les esprits, dans la violence contre les hommes et les femmes de ce pays. C'est l'humiliation qu'a fait subir ce pouvoir aux Algériens. Donc ça aussi, c'est une guerre terrible, une désubstantialisation de l'individu algérien en le privant de ses langues maternelles et en lui imposant une langue qu'il ne connaît pas. Bien sûr, que je parle, que j'aime, parce que je l'ai étudié, je voulais aller après. Mais enfin, c'était une vraie guerre. C'est ça ce que je veux dire. C'était l'arabisation. Alors voilà, on peut applaudir aussi Yahya pour ces mots. Alors, comme on dit, le temps passe vite et tant mieux. Donc voilà, les prises de parole auront été plus ou moins longues, mais c'est un peu la règle du jeu. Mais quand même, on a encore le temps de conclure. Puisque, Jean, vous nous aviez parlé des mots, vous aviez parlé de cette dignité de classe. Comment vous écoutez justement le mot pardon, si vous étiez sous l'angle encore devant, ou même évoqué par Yahya, repentance, parce qu'on se dit que ce sont des ingrédients de vocabulaire nécessaires à la paix. Comment vous les écoutez? D'abord, la grande loi du monde, c'est l'équilibre. Quand tu me prends un œil, je te prends un œil. C'est pas de la vengeance. C'est que d'avoir pris un œil, le monde penche. Je te reprends un œil pour que le monde soit en équilibre. Tu m'as pris une dent, je te prends une dent et le monde est à nouveau en équilibre. Ça veut dire que dans tout conflit, avant d'arriver à ce compromis là comme ça, à cette entente, ça implique que tout de même, il n'y ait pas un déséquilibre extraordinaire entre les deux parties. Sinon, ça s'appelle de l'humiliation. Et alors là, du coup, il y a la dignité qui en prend un sacré coup, et c'est elle qui envoie les jeunes gens mourir dans les prisons. Donc, ça implique à un moment donné, c'est presque à blessure comparée. Hein. Il y a quelque chose qui fait que voilà, il y a suffisamment de sang répandu d'un côté ou de l'autre. Et nous, on a connu ça. Il y a eu 3 guerres franco-allemandes. La première était franco-prussienne, puisque l'Allemagne a signé son unité à Versailles en 71. Mais bon, globalement, c'était 3 guerres franco-allemandes. Et il y a des gens qui, en 1945, et côté français et côté allemand, qui ont décidé que ça suffisait et qui sont allés l'un vers l'autre, alors que quand même les violences avaient été terribles. Et parmi ceux-là, il y avait quelqu'un comme Alfred Grosser, donc juif, et on venait de découvrir la réalité des camps, etc. Donc d'aller vers l'autre pour dire on arrête, on trouve ça suffit maintenant, il faut trouver un accommodement, et cet accommodement, c'est ce qui a quand même fini par donner l'Europe, hein, c'est pour en finir avec ces guerres nationalistes. Et donc, avec aussi toujours ce que chacun étant drapé dans sa souffrance, c'est toujours dans l'oubli de la souffrance de l'autre. C'est ce que signale Yahya quand il dit qu'il y a la souffrance du soldat, qu'il y a la souffrance traumatique des immigrés, la souffrance traumatique des harkis, des pieds noirs, etc. Donc c'est des sommes de souffrances comme ça qui, si elles ne sont pas prises en compte, chacune, il y a quelque chose qui ne peut pas advenir, c'est-à-dire cette paix. La souffrance allemande, les Allemands ont fait très fort, on est tous d'accord, mais la souffrance allemande n'était aussi pas moins grande. Dresde, les bombardements sur Dresde et Hambourg, les bombardements au phosphore avec 100 000 civils brûlés vifs. Hein, et c'était des souffrances qui ne pouvaient pas être dites, parce qu'au-dessus, il y avait l'effroi absolu de la Shoah et des chambres à gaz, etc. Donc, de prendre tout ça en compte, c'est compliqué, mais il n'y a pas de repentance possible sans cette reconnaissance de la souffrance de l'autre. Il y a un autre élément qui est aussi dans la réflexion et qui nous acheminera vers la conclusion. Hector a posé la question à propos de la Colombie, à qui est la terre finalement? Et c'est important de préciser, ça concerne aussi ce que vous évoquez dans À l'écart, André Bucher, que finalement, cette question, on peut ne pas se la poser en termes qui fabriquent la guerre. Finalement, la propriété de la terre ne se pose pas en question de savoir si c'est une question de sang ou d'ethnicité, parce que vous évoquez l'idée qu'on peut arriver sur une terre
être étranger à cette terre et pourtant se sentir concerné par ce qu'elle devient. Oui, comme on peut regarder être né dans un pays et le regarder petit à petit mourir ou s'étioler. Mais pour revenir au pardon, moi qui suis plutôt dans la petite histoire, c'est-à-dire que mes textes ne s'inscrivent pas dans la grande histoire, elles s'inscrivent dans des particularismes vis-à-vis duquel des gens peuvent être confrontés à des drames, et donc se pose également la question du pardon. Et souvent, je dis que ce n'est pas le pardon forcément qui est le plus difficile, c'est le fait que le temps perdu se rattrape jamais. C'est très beau. Et on va vous demander aussi un élément de conclusion, Hector, puisque le gardien du temps nous fait signe que le temps s'est écoulé. Alors, un mot de conclusion sur cette idée de pardon ou de repentance. D'ailleurs, c'est vous qui choisirez le mot exact. Sí. Yo no tengo ninguna posición ideológica o religiosa sobre el perdón. Je n'ai aucune idée idéologique ou religieuse sur le pardon. Yo solamente saco mis conclusiones porque tengo una familia muy grande de la vida familiar. Moi, je peux tirer des conclusions juste à partir de la vie de famille, en fait, hein, puisque j'ai une grande famille. A mi padre lo asesinaron los paramilitares Les paramilitaires ont assassiné mon père porque defendía a los comunistas para que no los mataran. parce qu'il défendait les communistes. Y a mi cuñado, al esposo de mi hermana, lo secuestraron los guerrilleros porque tenía 30 vacas. Ils ont aussi séquestré mon beau-frère. Lo secuestraron los guerrilleros de izquierda porque tenía 30 vacas, ¿no? Eso lo dijiste. Ok. ¿Él la di? No. Quoi? Oui. Porque Oh, tenía pardon. 30 vacas. Si, vale. Hein? Donc, ils ont séquestré mon frère parce que lui, il avait 24 vaches. Ajá. Combien? Bueno, 30. 30, perdón. Bueno. Entonces, bueno, lo secuestraron Perdón. 2 veces y estuvo pagando su secuestro durante 5 años porque le dieron plazo para pagar cuotas. Il a payé de sa séquestration pendant 5 ans. Il devait payer sa quote-part. Entonces, cuando se firmó la paz, cuando la derecha firmó la paz con los paramilitares, Donc, quand ils ont signé la paix avec les paramilitaires, yo estuve de acuerdo, a pesar de que no hubiera justicia. moi j'étais d'accord, malgré tout ce qui s'était passé. Bueno, y ahora que el gobierno de Santos firmó la paz con la guerrilla, también estoy de acuerdo, Et a maintenant pesar de que que le no haya una gouvernement completa signe aussi justicia. la paix avec les FARC, je suis d'accord aussi, Bueno. évidemment. Pero el verdadero problema es que la mayoría de la gente no quiere esa paz. Así como ganó el Brexit, como ganó Trump, como podría ganar aquí la extrema derecha, en Colombia ganó el no. Somos un mundo globalizado. Comme en fait, beaucoup de gens n'auraient pas souhaité cet accord de paix finalement. Quand on voit avec le Brexit, Trump, les gens finalement ne souhaitaient pas cet accord de paix. Entonces, no sé, lo que digamos unos escritores a los que nadie oye no tiene mucha importancia si la mayoría de la gente está pensando en que es mejor la guerra que la paz. Donc ce que nous faisons, nous les écrivains, ne sert pas à grand-chose si la majorité des gens pensent que finalement la guerre est valable, alors que nous ne le pensons pas. À quoi bon écrire ? Voilà, merci en tout cas à tous les participants pour nous avoir donné ces éléments de réflexion.